Ouaf. J'aurais beaucoup de choses à dire et je vais en dire comme le maximum dans un temps que je sais contraint et par respect pour ceux qui vont me suivre à cette tribune. D'abord, Laurent. Ah, il a bougé. Il est parti. Ah, il est là-bas. Bon, bonne chance. Je sais que tu es conscient de l'importance de ta tâche et de la difficulté. Et je sais que tu vas gérer cette confluence de deux rivières jadis unies, puis séparées, et qui à nouveau cherchent à se confondre dans l'équilibre de leurs apports idéologiques et humains. Ta première échéance, elle n'est pas moindre, c'est pas la moindre, c'est l'Europe, l'élection européenne. Je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont été exposés ici, dans les textes, dans les précédentes réunions, mais qui te conduisent à nous proposer, non pas de ne pas y aller, non pas d'y aller tout seul, mais d'y aller dans une coalition où nous nous trouverons bien, une coalition des pro-Europe ou des europhiles, des européistes, comme on voudra. Une telle coalition s'esquisse. Elle va de certains socialistes jusqu'à une droite européenne, en passant par nous, et bien entendu par la majorité présidentielle. Le président de la République, qui n'a pas toujours forcément tort, a situé l'enjeu, pour des raisons qui n'empruntent pas à nos débats internes à la France. Débats très nobles sur l'économie, la fiscalité, le partage des richesses, etc. L'Europe, c'est ce qu'il a dit, est en danger. Elle est menacée d'éclater, faute d'un lien fort entre des États, à l'histoire souvent glorieuse, à la culture précieuse, mais dont la dimension économique, démographique, les condamne, s'ils restent isolés, à la perte totale d'influence et à l'obéissance, je vais dire le mot, à la vassalité, ce qui est, on en conviendra, fort éloigné de l'indépendance relevée et réclamée par ceux-là même qui veulent fermer leurs frontières. Si nous voulons rester indépendants, nous devons nous unir. C'est aussi simple que cela. L'Europe s'unira politiquement ou elle finira, comme ça a été rêvé, je vais le dire, par certains fondateurs influencés par les Américains. Ils ont rêvé cet espace économique bien sage, garant de paix, et c'est important, n'est-ce pas, le Lorrain? Je l'entends. Mais pas susceptible de contester la suzeraineté américaine, ou demain peut-être la chinoise. Oui, au-delà de nos différences sur tel ou tel point de politique intérieure, l'enjeu européen, il est clair aujourd'hui et il est impératif. J'espère, si cette liste européiste prend forme, elle apparaisse bien comme une coalition transcendant la majorité présidentielle. Il serait dommage que certains Français soient tentés de voter pour ou contre Macron, alors qu'ils ont une occasion magnifique de dire qu'ils sont européens, et c'est le plus important aujourd'hui. On sait que cette affirmation de l'Europe, elle passe par le dynamisme du couple franco-allemand, par la prise en main progressive de sa défense et de sa diplomatie, mais elle doit être, on ne l'a jamais assez dit, on ne le dira jamais assez, plus démocratique, pour que les citoyens des pays se l'approprient, la fassent leur, qu'ils aient le sentiment de pouvoir être pleinement européens sans abandonner un atome de leur nationalité. Il est difficile de traiter en quelques minutes de questions aussi complexes, mais je voudrais esquisser autour, non pas tellement pour les prochaines semaines, mais pour les prochaines années qui viennent et pour les débats que nous aurons en notre sein et autour.
je voudrais esquisser quelques pistes. Alors, face à la question duale, pour ou contre l'Europe, le choix est binaire et nous allons être unanimes. Quand on va parler d'autres pistes pour approfondir ce caractère démocratique de l'Europe, alors peut-être que notre consensus sera moins total et je vais peut-être aujourd'hui dire des choses qui ne seront pas consensuelles dans la salle, mais je dois vous les dire. Reconnaissant que l'Europe, celle d'en haut, celle de Bruxelles, avait absorbé au départ deux dogmes qui lui avaient été instillés d'une manière pas toujours innocente. D'abord, la concurrence que rien ne devait fausser. Elle a eu ses ayatollahs, elle a eu la satanisation de toute intervention publique, la réduction tenace des services publics, jusqu'à, je saute 30 ou 40 ans, jusqu'à la lamentable affaire Alstom-Siemens. Ensuite, et peut-être surtout, l'Europe, selon eux, devait se construire en enjambant les États, qui étaient censés être les freins à la construction européenne. C'est une profonde erreur. Les tenants de cette vision, il y en a eu dans nos rangs, voulaient que la Commission soit de plus en plus indépendante des chefs d'État et de gouvernement. Je vous laisse juge. Ils craignaient que les élus européens ne soient les représentants des égoïsmes, je mets des guillemets, c'est bon, des égoïsmes nationaux, mais ce sont des mots qui ont été prononcés. On aurait pu se contenter qu'ils représentent les intérêts nationaux, les intérêts de leur peuple. Étonnez-vous après que le peuple ne se sente pas représenté au niveau européen. Enfin, Bruxelles voulait et a toujours voulu établir un lien avec les régions en enjambant les États. Ce n'est pas de la décentralisation, ça. Parce qu'ils voulaient éviter les États qui étaient censés être des freins à la construction européenne, alors que ces États sont dépositaires de leur histoire et surtout de leur conquête sociale. Et ça continue. Qu'on se préoccupe de faire aujourd'hui un Sénat européen, appelons ça comme ça, un Sénat des collectivités, des régions, des territoires, soit, mais qu'on persiste à considérer les États comme des empêcheurs, qu'on continue à sacraliser le lien Bruxelles-Région, certains même de nos textes ici y succombent. Permettez-moi de vous le dire. Alors que la Bavière est une région et que le Grand-Duché est un État membre. Tout ça ne me paraît pas aller dans le sens des progrès d'une Europe politique, démocratique et confiante. Or, c'est l'objectif qui doit nous unir tous. Je vous remercie.